des secteurs entiers de l'économie, en particulier le bâtiment, dans des entreprises sous-traitantes, sur des grands chantiers ou en rénovation, la restauration, cuisine, plonge, la confection chez les façonniers sous-traitants, l'agriculture avec les saisonniers, la livraison à domicile, les services aux particuliers, coiffure, services domestiques, garde d'enfants, soins aux personnes âgées, voire Ambrosini, immigration irrégulière et métier du soin à la personne, rhétorique d'exclusion et pratique de tolérance, art, cité. L'auteur souligne notamment la dureté de ces métiers, qui poussent de nombreuses femmes à s'en éloigner dès qu'elles le peuvent, après leur régularisation, laissant la place à d'autres sans-papiers. Voir aussi Nassima Moujoud, les sans-papiers et le service domestique en France, femmes et non-droits dans le travail, recherche féministe, volume 31, numéro 1, 2018. Le secteur de la livraison à domicile profite également d'une main-d'œuvre précarisée, composée massivement, voire majoritairement de sans-papiers, voire Amandine Claude, profession coursier sans papier, Le Soir, 11 octobre 2021. Donc, avec les saisonniers, la livraison à domicile, les services aux particuliers, coiffure, services domestiques, garde d'enfants, soins aux personnes âgées, reposent sur cette main-d'œuvre flexible et bon marché, condamnée à la docilité par une épée de Damoclès qui pèse sur chaque tête. L'expulsion, pour les sans-papiers en premier lieu, mais aussi pour les autres qui ont peur de le devenir. L'illégalité dans laquelle les migrants et les migrantes sont maintenus par des politiques publiques de plus en plus restrictives les empêche notamment de se référer au Code du travail pour bénéficier de la loi commune en termes de salaire, de congés et de temps de travail, ou même des conditions basiques d'hygiène et de sécurité. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent mobiliser en leur faveur un droit qui leur serait pourtant en principe applicable. Brun, sans papier, mais pas sans emploi. Article cité, lire aussi Nathalie Ferré. Violaine Carrère, travailleur clandestin ou mécanisme clandestin. Plein droit, numéro 119, 2018. 4. Alain Maurice, Soigny Poteau, dire de l'ouvrier immigré aux travailleurs sans papier. Les étrangers dans la modernisation du salariat. Paris, Cartala, 2010. Ce sont les sources. Par ailleurs, de nombreux et de nombreuses migrantes ne touchent même pas toutes les prestations sociales auxquelles il et elle devraient avoir droit dans une démocratie réelle. En France, par exemple, le droit au RSA n'est pas accordé aux étrangers et aux étrangères tant qu'il ou elle ne justifie pas de 5 années de séjour régulier et d'autorisation de travail. L'aide médicale d'État, AME, semblant de sécurité sociale minimale réservée aux sans-papiers, ne peut être touchée qu'après 3 mois de séjour et sous condition de gagner moins de 766 € ou 1150 € pour un couple. Voilà, amelie.fr, 31 mars 2022, c'est la source. L'allocation d'aide aux personnes âgées, APA, n'est accordée qu'aux titulaires d'une carte de séjour de 10 ans ou d'un statut de réfugié et sous condition de passer au moins 180 jours sur le territoire français et donc moins de 185 jours dans le pays d'origine ou ailleurs. La précarité est enfin produite et entretenue aussi bien chez les régulières que les irréguliers et les irrégulières par d'autres discriminations légales
et notamment l'interdiction de plus de 20% des emplois dans le secteur public ou semi-public essentiellement, mais aussi dans les professions libérales, aux non-ressortissants et ressortissantes de l'Union européenne. Voir Antoine Matt, Alexis Pire, des millions d'emplois interdits, IMSI.net, août 2015, et Observatoire des inégalités, 5 millions d'emplois demeurent fermés aux étrangers non européens, www.inégalité au pluriel.fr, 19 août 2019. C'est ainsi, répétons-le, qu'une population qui a fui la misère s'y trouve renvoyée non seulement dans les discours par cette dénomination réductrice, la misère du monde, mais aussi dans les faits par ces discriminations légales et ce bon usage du sans-papier. Rappelons par ailleurs qu'un véritable débat sur le coût économique des migrations se doit de prendre également en compte le coût des politiques d'immigration répressive. Dans le cas français, par exemple, le sociologue Damien Deblic a chiffré à plus de 700 millions d'euros annuels le coût des politiques d'expulsion et de reconduite à la frontière. Damien Deblic, Les immigrés, Man ou fardeau économique, projet, volume 4, numéro 335, 2013. Une dernière question s'impose enfin, la plus impérieuse, celle du coût de ce débat lui-même sur un plan plus fondamental, philosophique, éthique et politique, car au-delà de la misère qu'il ou elle cherche à fuir et de la puissance qu'il ou elle injecte dans la vie économique, ces migrants et ces migrantes, pris pour objet de débat, sont une infinité d'autres choses. Ils et elles sont des sujets sociaux à part entière, dotés d'une culture au sens le plus large du terme et d'une personnalité, d'une créativité irréductible à toute appellation expéditive et englobante, aussi bien misère que richesse ou enrichissement, aussi bien charge que chance ou aubaine. Il n'est pas inutile de rappeler tout le potentiel économique et au-delà, toute l'énergie et l'agentivité de ces arrivants et de ces arrivantes, afin de souligner le caractère infondé, fantasmatique et dangereux de ce misérabilisme malveillant qui fait d'elles et d'eux des fardeaux qu'il faudrait, mais qu'on ne peut plus supporter. Il importe aussi et surtout de dénoncer l'égoïsme sordide, le cynisme même, de tous les questionnements focalisés sur les coûts et les avantages. Voir Abdelmalek Sayad, Coûts et profits de l'immigration, les présupposés politiques d'un débat économique, acte de la recherche en sciences sociales, numéro 61, 1986. Voir aussi du même auteur La double absence, opus citation chapitre 3, Une immigration exemplaire. Voir enfin Alain Maurice, Choisi, contrôlé, placé, renouveau de l'utilitarisme migratoire, Vacarme, numéro 14, janvier 2001, et d'assumer plutôt un questionnement éthique, car une société ne se fonde pas seulement sur des intérêts à défendre, mais aussi sur des principes à honorer, et il en va de même du reste, de toute subjectivité individuelle. Voir Thévanian, plaidoyer pour les bons sentiments, article cité. Le réalisme, si souvent invoqué par nos gouvernants, exige qu'on prenne en compte aussi cette réalité-là. Nous ne vivons pas seulement de pain, d'eau et de profits matériels, mais aussi de valeurs que nous sommes fiers d'incarner et qui nous permettent de nous regarder dans une glace.
personne ne peut ignorer durablement ces exigences morales sans finir par le payer sous une forme ou une autre, par une inexpugnable honte. Et s'il est précisément honteux, inacceptable moralement aux yeux de tous, ou du moins de beaucoup, de refuser des soins aux enfants, aux vieillards, aux malades ou aux handicapés, en invoquant leur manque de productivité et de rentabilité, il doit être tout aussi inacceptable de le faire quand les 10 enfants, vieillards, malades ou handicapés viennent d'ailleurs, sauf à sombrer dans la plus simple, brutale et abjecte xénophobie. Extrait du livre « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort » Pierre Tevagnan et Jean-Charles Stevens, Anamosa. Voilà.